Bonsoir tout le monde. Nous allons passer à la session numéro 6 qui porte sur une session adulte. J'ai l'honneur de modérer cette session. Moi-même, Juan Tierno, qui vient de la Guinée-Conakry, médecin interniste, avec les collègues du Soudan, Dr Erwa, collègue du Maroc, Dr Hamar Defez. Alors, je remercie tout d'abord les organisateurs et plus particulièrement le professeur Bousfia, notre maître qui m'a encadré la thèse sur les déficits immunitaires primitifs. En 2007, nous avons mis en place le premier registre sur les déficits immunitaires primitifs. On avait exploité à l'époque 580 cas, 580 dossiers. On a pu tirer 169 cas. On avait utilisé à l'époque la classification de Budapest de 2005 qui venait d'être actualisée. Bon, aujourd'hui, j'imagine au Maroc, on est à des centaines et des centaines de DIP. 1300. 2007, 269, 1300. Donc, la première oratrice, c'est le professeur Alaoui, qui est médecin interniste et immunologie clinique à l'université Mohamed VI, qui va nous présenter. Si vous êtes prêt, professeur, vous avez la parole. Donc, merci, Monsieur le Président. À mon tour de remercier le comité d'organisation de m'avoir invité pour parler d'une enquête qu'on est en train de mener en Afrique sur l'épidémiologie des déficits immunitaires primitifs, notamment chez l'adulte. Donc, je voulais juste commencer par cette slide. Quand j'ai voulu faire une petite recherche sur PubMed, je n'ai pas trouvé la nouvelle appellation des déficits immunitaires primitifs qui est l'inborn error of immunity. Donc, ils ne sont pas encore au goût du jour. Voilà. Donc, finalement, j'ai changé pour les déficits immunitaires primitifs et Afrique. J'ai trouvé 75 résultats. Quand j'ai mis Europe, donc on est à 7 fois plus de publications. Pourtant, quand vous voyez, quand les Européens ont commencé à publier, c'était en 1959. Et le premier cas africain a été publié en 1969. Donc, ce n'était pas très loin. Et pourtant, nous avons été vite dépassés par les publications. Il est temps de nous rattraper sur ce domaine. Alors, pour les déficits immunitaires, on va commencer par les premiers faits. On est à presque 500 maladies actuellement. Les incidences et les prévalences varient d'une région à une autre. Dans la région MENA, dont fait partie l'Afrique, on a beaucoup de mariages consanguins qui varient entre 20 à 50%. Donc, on serait amené à avoir de plus en plus de déficits immunitaires primitifs. Malheureusement, il n'y a pas une grande attention de la part des gouvernements dans cette région-là. Et même quand on a de bons centres qui fonctionnent très bien, on manque de fonds et de possibilités diagnostiques. Concernant l'adulte, quand on voit les différents registres, c'est 80% de patients qui ont un âge pédiatrique. Sachant que si on prend tous les déficits immunitaires globalement, on a 25 à 40% qui toucheraient l'adulte selon les régions étudiées. Les déficits immunitaires sont rares, mais ils sont encore plus rares chez l'adulte, mais peut-être parce qu'on ne les recherche pas comme il faut. Donc, malheureusement, pour rechercher les déficits immunitaires primitifs, des fois, on a besoin de petites choses, donc de petits outils qui peuvent manquer dans certaines régions du globe. Et des fois, on a besoin de sciences translationnelles, de sciences fondamentales, et qui, malheureusement, est concentrée dans une petite région du monde, les pays développés. Alors, quand on parle des déficits immunitaires de l'adulte, donc soit on va récupérer des patients pédiatriques qui vont devenir adultes, soit on a des déficits immunitaires qui ont commencé à l'âge adulte ou dont le diagnostic n'a été fait que tardivement à cause d'une méconnaissance du diagnostic. Et en plus, on parle de plus en plus de cette transition de l'âge pédiatrique à l'âge adulte. Donc, on a parlé de cette faible proportion d'adultes qui serait liée, bien sûr, à ce manque de sensibilisation vers
cette maladie dans différents centres de référence, à des présentations un peu inhabituelles à cause de, par exemple, de problèmes de différence de pénétrance concernant la génétique de certaines maladies, ou bien sûr le manque d'infrastructures qui permettrait ce diagnostic. Quand on voit les registres européens, donc sur 7600, on a presque la moitié qui sont adultes ou adolescents au-delà de 15 ans, et 42% ce sont des déficits en anticorps. Et quand on voit un peu la prévalence dans les pays où il y a une faible consanguinité, on fait plus de diagnostics chez l'adulte que chez l'enfant. Il faut faire des recherches sur ce point-là, pourquoi on a ces différences. Alors, le pourcentage des déficits unitaires chez l'adulte sont plus trouvés dans les registres européens ou américains que dans les registres africains ou de la région MENA. Alors, en Afrique, c'est une population globale de 15% de la population mondiale. Pourtant, on n'a que 7 pays qui ont des registres publiés et on n'a que 3 pays où il y a un registre à l'échelle nationale, dont le Maroc, la Tunisie et l'Afrique du Sud. Et malheureusement, à partir de cela, on pourrait difficilement tirer des conclusions par rapport à l'épidémiologie africaine. Donc heureusement, maintenant, on a des registres maghrébins et des registres de l'Asie qui pourraient nous aider à poser des diagnostics et avoir des chiffres et des datas qui peuvent être reproductibles. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu. Le chiffre total de déficit unitaire en Afrique, c'est 4509. Et quand on voit que le registre marocain, il fait 1300, ça veut dire qu'il y a une grande inégalité de diagnostic dans les différentes régions africaines. Alors là, pour voir un peu la distribution de la prévalence des déficits unitaires primitifs, on voit bien que l'Afrique, soit c'est en gris ou en orange très pâle, ça veut dire qu'on n'en diagnostique pas beaucoup. Alors la consanguinité, on voit que c'est surtout la région MENA, Afrique et Moyen-Orient. Et quand on voit la prépondérance des déficits unitaires, c'est surtout les déficits unitaires en anticorps et c'est surtout les pays développés qui en enregistrent le plus parce qu'ils les recherchent plus que nous. Alors là, je vous montre une idée sur le registre algérien que j'ai trouvé très intéressant. Ils ont vu que quand on avance dans l'âge, on fait de moins en moins de diagnostics chez l'adulte et avec un retard encore plus important que chez les enfants. Et là, vous voyez aussi que la mortalité est beaucoup plus dans ces pays d'Afrique que chez les pays, le reste du monde. Alors, bien sûr, il y a des explications à cette divergence de diagnostic. Il y a bien sûr cette recherche fondamentale qui manque dans les pays africains. Il y a même les moyens de base qui sont les sous-classes IgG, les sous-populations lymphocytaires qui peuvent manquer dans certaines régions africaines. Également, bien sûr, le problème de l'accès à la génétique qui pourrait, dans certains cas, être la seule façon pour confirmer un déficit unitaire quand on a les explorations de base ou de deuxième ligne qui reviendraient normales. Et bien sûr, l'accès au whole exome sequencing ou le transcriptome qu'on n'a pas, malheureusement, dans aucun pays africain pour l'instant. Donc, la mortalité est importante dans cette partie du monde. Et l'accès aux immunoglobulines et aux IgIV est vraiment très pauvre. On a moins de la moitié des malades qui pourraient bénéficier de ce médicament vital. L'accès également, dans certains cas, à la greffe de moelle n'est possible que dans quelques centres dans ces pays-là. Et bien sûr, n'en parlons pas de la thérapie génique qui serait peut-être la clé dans certaines maladies et qui serait très peu coûteuse quand on voit que le patient peut carrément guérir de sa maladie et on a intérêt à le développer dans nos terres. Alors, quand on parle de déficit unitaire de l'adulte en Afrique, c'est des os qu'on n'a pas encore touchés, d'accord? C'est encore pire quand on parle d'adulte. On n'a pas
de registres concernant les adultes seuls. Et quand on voit une belle étude qui a été faite il y a quelques années par l'équipe de professeur Bosfeha, ils ont estimé que le nombre qu'on devrait avoir de déficits immunitaires en Afrique, c'est aux alentours presque d'1 million, en sachant qu'il n'y a même pas 4000 qui ont été diagnostiqués actuellement. Alors là, je viens de vous parler d'une enquête qu'on a commencée et qu'on aimerait continuer. C'est une enquête épidémiologique des déficits immunitaires primitifs chez l'adulte, qu'on aimerait poursuivre sur tout le continent. Donc, on avait commencé il y a 3 mois à envoyer donc, un questionnaire à nos amis du continent africain. On a eu déjà la réponse de la Tunisie et de l'Algérie, et on a quelques petits chiffres, mais qui ne peuvent pas donner, bien sûr, la réalité de tout le continent. Donc, on a pour le nombre total des adultes, c'était de 50 à 100 adultes qui ont été enregistrés dans ces registres marocains, tunisiens et algériens. Donc, l'âge moyen tournait autour de 30 ans. Et quand on voit les différentes rubriques des déficits immunitaires primitifs qui concernaient l'adulte, on voit bien que ce n'est pas seulement le DICV qui est bien sûr le plus fréquent, mais toutes les catégories de déficits immunitaires peuvent concerner l'adulte. Les déficits immunitaires, bien sûr, les plus retrouvés, ce sont les déficits en anticorps avec le DICV qui vient en premier lieu, mais pas que. Par exemple, au Maroc, on a aussi la fièvre méditerranéenne familiale et la télangiectasie, ataxie à télangiectasie. C'était surtout des patients qui ont été diagnostiqués à un âge tardif ou qui ont grandi de leur phase pédiatrique. C'était une légère prédominance masculine, mais quand on voit un peu chez l'adulte, on tend vers un sexe ratio qui est équitable. La consanguinité était là, donc de 20 à 35% des patients avaient une consanguinité. La première présentation, c'était les infections respiratoires. Le délai diagnostique arrivait jusqu'à 6 ans, 7 ans de retard. Et quand on voit un peu les moyens thérapeutiques dont peuvent bénéficier les patients, donc les moyens plutôt diagnostiques, on a le dosage des sous-classes dans les 3 centres. Également la réponse aux anticorps également, la cytométrie en flux, le dosage du complément qui est également étudié dans les 3 centres, les dosages fonctionnels phagocytaires également, et pour la génétique, elle était présente dans 2 centres et pas dans le 3e, mais c'était la génétique de base, ce n'est pas le séquençage dont on parlait. Et combien de patients avaient bénéficié d'un test génétique? Là, c'était les chiffres globaux, ce n'est pas les adultes. Et les premières mutations trouvées, donc ils allaient du DOC8 à l'ATM pour l'ataxie télangiectasie, le BTK pour la gamma. Pour les moyens thérapeutiques, tous les patients recevaient des IGIV par voie veineuse, mais pour la voie sous-cutanée, elle manquait dans tous les pays étudiés. L'antibioprophylaxie était de mise pour la plupart, pour tous les pays. L'utilisation des immunosuppresseurs était proposée dans certains cas dans 2 pays qui sont le Maroc et l'Algérie. Les biologiques ont été essayées chez un cas au Maroc. La greffe de la moelle osseuse peut être faite dans 2 pays, sauf un seul. La thérapie génique manquait dans les 3 pays. Et quand on demandait à propos des spécialistes qui s'occupaient des déficits immunitaires de l'adulte, on trouvait les pédiatres qui continuaient à prendre en charge les adultes par manque de spécialistes dans ce domaine-là, mais également les internistes et les immunologues. Combien de spécialistes s'occupent des déficits immunitaires primitifs dans ces centres-là? On voit qu'ils sont très peu, donc allant de 4 à 7 immunologistes cliniques par centre de référence. Là, on revoit un peu les différentes pathologies qu'on a trouvées au Maroc. C'était bien sûr le DICV qui venait en premier. 38% des patients ont été diagnostiqués après l'âge adulte. Et vous voyez qu'on a une
variabilité des déficits immunitaires primitifs qui peuvent se voir chez ces patients adultes. J'ai aussi voulu vous parler un peu de cette revue de toutes les mutations génétiques qui ont été trouvées dans le registre marocain pour vous dire juste qu'on peut amener quelque chose à la science. Donc, ils ont trouvé quand même 13% de nouvelles mutations qui n'ont pas été décrites auparavant. Donc, il faut qu'on se bouge en tant qu'Africains pour aider aussi dans ce domaine-là. Il faut savoir que c'est sous-estimé chez nous, notamment dans notre région africaine. On a besoin d'améliorer nos registres et de les répandre sur tout le continent. Il faut former des spécialistes dans le domaine et pas seulement des allergologues qui vont peut-être ne pas connaître les finesses de cette pathologie-là. Il faut également développer des centres de référence, beaucoup de networking, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant et grâce à l'ASID, et bien sûr développer le côté génétique qui peut être très important en matière de diagnostic et également pour proposer des solutions thérapeutiques. Et je vous laisse avec l'ASID, donc l'acronyme, donc beaucoup d'éducation, de sensibilisation, du séquençage et de la génétique qu'on en a besoin. On a besoin de beaucoup de données, donc beaucoup de registres, il faut les développer, et tout ça pour améliorer notre prise en charge de nos patients des déficits immunitaires. Et je vous remets un peu mon adresse mail et je vous encourage à nous aider à développer un peu cette enquête sur tout le continent africain. Donc l'Afrique, ce n'est pas seulement l'Afrique du Nord. Donc on a besoin de vous et vous avez mon mail. On peut vous envoyer l'enquête pour pouvoir la continuer et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Alaoui. On vous remercie pour la qualité de votre présentation qui a rappelé à la fin, on a du travail, on a commencé à peu près avec les Occidentaux, mais les données manquent. Sans plus tarder, je vais passer le micro à ma collègue Dr. Erwa du Soudan pour introduire le deuxième orateur. It's Professor Charlotte Cunningham Brundles, who is a professor of immunology and Pediatrics and Medicine, Division of Clinical Immunology and Department of Medicine, and she's the co-program director for the Allergy Immunology Fellowship Training and the director of Therapeutic Infusion Center at Mount Sinai Medical Center in New York. She's a long-standing member of the IOIS committee, so she knows a lot about inborn errors of immunity and how everything develops. And her research interests are mainly on the cellular, molecular, and genetic defects of antibody production. The floor is yours, Professor. Thank you. Thank you very much, first of all, for the invitation. It's quite an honor to talk to this group and to tell you some of the things that I've been thinking about for the last period of time. We talk about diversity, and diversity is one of those things we have to remember. We spend the majority of our life being an adult, and yet adults are rarely diagnosed with an immune deficiency. And that's curious, because in fact, our patients not only get older, but in fact, something we have to incorporate is that many of our adult patients actually do have an immune deficiency. And in fact, it's genetic. And in fact, they can be any age whatsoever. They can be 20 to 100. And my oldest patient with a gene defect is 75 years old. And now I realize what her problem has been this entire portion of her life. Now, when you're talking about common variable immune deficiency, first of all, let's talk about what we're talking here. And that's going to be, we're just really honing in on the B cell. What B cells are capable of is amazing. 20% of your serum protein is immunoglobulin, and those antibody-making cells are living as long as perhaps in many cases you do. In other words, the plasma cells that you formed as an infant are largely present currently. That's not true for all of them, but that's true for many of the long-lived plasma cells. It's an incredible master act of producing immunoglobulin over this long period of time. And so there's many things, actually, when you think about it, that could go wrong, starting from the very beginning and working to the end. When I look at a slide like this, it looks so simple, doesn't it? You just simply hop on stem cell and slowly you get enough information from your surroundings. You migrate through a lymph node,
You get educated by an antigen, and first thing you know, you're a plasma cell. And actually, of course, there's many things that can go wrong, and of course, we know the names of many of these, the agamma-globulinemia, the hyper-IgM syndrome, antibody deficiency, IgA deficiency, which still, by the way, is an unknown proposition. And then common variable immune deficiency has this kind of awkward name, which we're a little bit uncomfortable with because it sounds so completely non-specific, doesn't it? It doesn't really help very much. But if you look at it in clinical practice, and this happens to be the data from Mount Sinai, it's somewhere around 1,000 patients that I've seen over a period of time, the great majority of them actually have an antibody problem, and in particular, common variable immune deficiency. IgA deficiency is number 2, IgG subclass is number 3, X-linked agamma-globulinemia is number 4. And moving around the line, you can see that about 50% of all the immune defects that you will see in clinical practice have something to do with the way that antibodies are made. Now, I'm going to admit that I do see a lot of common variable immune deficiency. On the other hand, this is the same as every major textbook. Dick Steam's textbook, which was taken over by Kate Sullivan last year. This is the same picture that we all have when you look at what the patient has in the practice office. So take a look at the common variable definition, which again is incredibly loose, I admit it. It's very nonspecific. You just have to have a low IgG and an IgA and or IgM. You have to prove that the antibodies are not useful. You immunize and then again show the same thing, that antibodies are not made. And the next thing is you really have to be not really an infant anymore in case there's really another defect. That particular rubric is only on there so that you don't stop thinking about it and you don't decide that person is immune deficient until a little bit more time has gone by. And then, of course, you have to prove that the antibodies are not made. And then you have to go and think again, like, is there something else that's going on? Could it be protein loss in the GI tract? Could it be a leukemia? Could it be a lymphoma? Could there be any other reason why this gamma globulin level is low? So how common is it? The honest truth is that we don't know. Textbooks, the highest textbook number that I've been able to really find is somewhere around 20,000. Many say 1 in 50,000. Honestly, I think a better guess is 1 in 10,000. And if so, that means there's somewhere just short of 4,000 CVID patients in Morocco currently. And I think this is another one of those curious slides, because now we're going to talk about the things that we don't understand. I don't understand this, and I think it's one of the reasons that patients are not diagnosed either, which is that for some reason, the age at diagnosis is generally in the adult period. In other words, most people are between 20 and say 40 years old. Why is that? We're talking about a genetic disease, but why don't you know about it in the beginning? Why don't you know about it when the person is 5 or 10 years old? And that's one of the things that we have to just take into consideration when we're thinking about the genetics. Males tend to get diagnosed a little bit earlier, as you can see, but yet there's many of them that are diagnosed, as you can see. One of my males was diagnosed when he's in his 70s. And you're trying to think, does that really make sense for a person to be diagnosed with what we consider to be a genetic disease at that age? It seems very improbable, doesn't it? And I think that's one of our problems, because it really is a difficulty. But the other thing to remember is that it takes a long time for the diagnosis to be made. In other words, most patients will tell you, oh yeah, right, I did have that pneumonia when I was 10. Oh yes, right, I missed a lot of school when I was 20. And going through college, oh right, I had another pneumonia. Or I had, for example, ITP when I was 5 years old. And for me, those are little hallmarks that say, yes, but that means to me that you actually had an immune deficiency in those years and we did not know it. So we know that this is the 7 to 8 years after the first characteristic medical event. And what is characteristic is, again, rather debatable, because we could say it was the ITP, or we could say it was that first time they had a pneumonia. But many patients don't have that. What they have is a little bit of continuous sinusitis, for example, a little bit too much gastrointestinal disease, in other words, diarrhea. Autoimmunity is, again, the number 2 for us, gastrointestinal problems. Some of them have also been diagnosed with cancer. This is the usual medical history. And moving down the list, you can see there's a number of things. I mean, some of these patients on this particular list also had a splenectomy previously. And you have to ask yourself, yet they were not diagnosed at the time that they had a splenectomy?
What was the excuse for that? Was it that they had a cytopenia and somebody decided that was the better treatment? Most likely that was the case. Now these are the infections, and as you can see, sinusitis, well, sinusitis is very common. Are we going to test everybody with sinusitis? I doubt it. Pneumonia, not as common. Bronchitis, otitis, and looking down the list. Shingles is relatively common in patients with common variable because they don't make antibodies to the chickenpox virus at any time, and therefore shingles at a young age is reasonably common. And moving down the list, you can see other issues too. I'm just going to tell you about a few cases, and this is one of them. So this is a 28-year-old woman who, as you can see, her gamma globulin levels, I know that your scale is different, but you and I would both agree, there's no gamma globulin in this girl's blood. That's basically nothing. And she is a smoker. And so people think, okay, well, you know, you're a smoker, you can cough. But the first time any chest x-ray was taken, it showed, and CT in this case was taken, you can see she actually has rather severe bronchiectasis on this one occasion. The capsulated bacteria are the common cause, and that, of course, she's had that. She has not had pneumonia, and her cough was attributed to her smoking now all these years, the last 15 years or so, because she has been smoking for about the last 10 years. Obviously way too early. On the other hand, that doesn't give you no gamma globulin either. And so she is actually a patient with common variable immune deficiency. And as a matter of fact, she is no longer alive. And so she died of respiratory failure before the age of 30. So that was a misdiagnosis, actually, blamed on something else, blamed on her smoking in this case. This one is harder to understand, and I have to tell you, I've thought about this man many, many, many times. He's now 65 years old, and I've seen him every year since that time I first saw him. At the time, he's a 40-year-old lawyer, previously healthy, second episode of pneumonia in 2 years. And this, of course, is a massive empyema. The bacteria was Strep pneumoniae. Someone, I don't know who, measured his immunoglobulins, and as you can see, that is nothing. There is no gamma globulin in this man, and you think, but he's 40. How did he do that? How can you be 40 and be a-gamma globulin-emic? He has B cells, they just don't work. And this is the other reason that it's very hard for us to really incorporate this information, partly because it seems so completely unreasonable. How could you be 40 and be a-gamma globulin-emic, and yet he is? Now, I don't have a genetic reason for him. Obviously, we've been looking for the last, 25 years or so. I don't know his genetics. We haven't located one, but I'm sure there is one. And in his case, it's unclear. When did his B cells stop working? I don't know. But this is still common variable immune deficiency, and he's 40. And so that's one of the things that I think is hard to incorporate, is that it's unreasonable as an internist. It's very unreasonable. Now, talk about unreasonable. These are unreasonable facts as well, which is that when you take a look at the patients who have common variable immune deficiency, you are going to put them on gamma globulin. They're all in immunoglobulin. You give them very good doses. They're going to have a normal amount in their blood. If you can possibly manage it, you may give them antibiotics when they require it. But some of the patients just don't do very well. And so that's sort of the topic that we want to now turn to, which is why do some patients, you think you're doing your best job, and yet some of them have complications. Now, Helen Chappell pointed this out first with the ESID data, and I think everyone is familiar with her paper in Blood in 2008. We did the same thing with our data at Mount Sinai, around some of the 430 patients or so. And as you can see, that you can divide the patients into the two groups. Those who just have infections and they do beautifully, their survival is going to be the same as their next door neighbor of the same age. And yet some of them are going to have 11 times the mortality and the morbidity of that other group. And so this is where we spend a lot of time now, thinking, we're giving you gamma globulin, why are we not doing a better job? What's going on? So when you have about 700 of the CVID patients and you divide them into the groups, for me, about 68% of the patients that I see, since I really see those who have more of the complications, are likely to have some of these inflammatory issues. Infection only is a certain group, and that's the 32%, and then moving on to the other side of that pie chart, you can see that autoimmunity is number 1. Chronic lung disease is number 2, and lymphoid hyperplasia, splenomegaly, and so forth moving around that particular pie. So there's a lot of other things that somehow gamma globulin is not addressing.
And that's where it's been taking a lot of time to say, okay, what do we not know? Clearly there's inflammatory pathways that are open, but why and what are they? And so many people have spent a lot of time looking for clinical markers, of course, genetic markers, laboratory markers. And we spent a lot of time doing that, and I don't think we're home yet. We're not finished. On the other hand, we're a little further along the line. Now, talking about autoimmunity and breaking that open up for the moment, what is the main thing? Patients will commonly tell you, oh yes, right, I had ITP when I was 10. For me, anyone who has had ITP at any time, I would be very interested in knowing their quantitative immunoglobulins on that occasion. It could be they're normal. Okay, that's fine. Evans syndrome would be hemolytic anemia and or ITP. Number 3 is hemolytic anemia. For us, rheumatoid arthritis is number 4. And looking down the list, there's others as well. But 56% of the patients have actually had that history, either once or twice or 3 times, repetitive bouts of autoimmunity. It's a very, very common phenomenon. These are patients of mine who are all adults at this time, a couple of males and a female, absolutely very, very terrible levels of gamma globulin in their blood. And as you can see, the spleen is quite massive. So these are patients that have escaped having a splenectomy at any particular time. By the way, I'm not very keen on splenectomies in general, although I think 50 of my patients don't have a spleen anymore. These are ones that managed to escape. So having hepatomegaly and splenomegaly is a very, very common historical issue. Having this interstitial lung disease is very severe. This, of course, is one of those things that actually causes the patient to not survive. And again, these patients are all getting gamma globulin. So what am I failing at? I'm not doing a wonderful job here. How can you have all the inflammation, the lymphoid infiltrates, and granulomatous changes and fibrosis when you think that you're doing the perfect job and you are combating bacteria? Again, it's that issue of the inflammation that we don't understand. And that brings up a particular situation here. This is a 46-year-old, he's a church minister in New York on the west side, and at the age 27 he had pericarditis. And then he had some dyspnea, he had normal chest x-ray, he had a bronchoscopy, he had a biopsy. Somebody said, oh gosh, you have granuloma. And now this is sarcoidosis, that's what you have. Treated with steroids at the age of 36, he had a conjunctival biopsy. Again, there was some granuloma. Well, that happens in sarcoid. Yes, that can occur. The age of 42, cellulitis complicated by staphylococcal bacteremia. And then he had a very bad pneumonia at the age of 46, hospitalized, was quite serious, came to our hospital for second opinion. And what do you think? Well, he actually has common variable immune deficiency with no antibody to any of the things that you can see on this slide. So it's the wrong diagnosis. And it's been shown, I think the first person who ever wrote an article about this was Mary Beth Fasano, previous president of Quad AI, who wrote an article when she was a fellow saying that if you have sarcoid, you're diagnosed with sarcoid, you may wait 20 years to get the right diagnosis. So it's just important to realize sarcoid just simply means you were short on enough immunity to fight that infection. And the B team had to be called into action. The B team, being macrophages and monocytes, were given the job, and they're not very good at it. And so for that means that you have granuloma instead of fighting it with antibody or T cells. So he has common variable, and now he's on immunoglobulin, and he's doing very well. Now the systemic granulomatous disease may be in the lungs, it may be in the skin, it may be the bone marrow, it may be a large abdominal granuloma, it may be in the spleen, as you can see. These are all patients of mine who have granulomatous disease. It runs about 10% to 12% of the hypogammaglobulinic patients, depending on whether they've ever had a biopsy. So for me, anyone that's diagnosed with sarcoid, I'm thinking that's a box that needs to be opened, because I'm not sure that that's really the case until I know that the antibodies are good. Gastrointestinal problems are another major issue for us. I will have to admit that we see a lot of gastrointestinal disease, partly because Crohn's disease effectively was invented at Mount Sinai. Beryl Crone was the chair of gastroenterology, so we do see a lot of Crohn's disease. On the other hand, now we see a lot of Crohn's disease that looks like Crohn's disease, but in fact, it's the immune deficiency talking. Now, not everything, of course, is going to be inflammatory. Of course, you can see on the top of this slide, there may be bacteria, there may be viruses, and of course, there may be other infections and just simply nodular hyperplasia, as you can see by the one in the middle there.
That was a patient who lives in Michigan who lost around 100 pounds because he simply had no absorptive surface. And so these are some of the inflammatory things, again, that we don't understand that the immune system is trying to cope with. It's called Crohn's disease commonly, but in fact, it's really common variable immune deficiency, its manifestation. We don't understand this ailment either, nodular regenerative hyperplasia. It leads to portal hypertension, over time, thrombocytopenia, and of course, lymphopenia, and of course, a large spleen, and in many cases, it's really not reversible. We don't understand it. Let's just call it as it is. It's an idiopathic ailment that is waiting for us to decide what it's all about. We've had 45 lymphomas in 647 of our patients, which were reported in the European Journal of Hematology last year. Many of them are going to be lymphomas, or the commonest form of a cancer that the patient will get. Females are actually much more at risk than males are, as you can see. The age at lymphoma could be any age at all between 11 and 81, and in this case, 26 have died. I will tell you one tiny thing, which is if you look at this paper, you'll see that we also had 6 other patients referred to us with lymphoma that on careful examination at the National Cancer Institute, it was not lymphoma. And so being very, very cautious about the diagnosis of lymphoma using an expert is very important, because those 6 patients had had chemotherapy, even though it was not lymphoma. It was just lymphoid hyperplasia instead. Now, these are my data, but if you go back and you say, Charlotte, that's one thing, that's Mount Sinai, what about the big picture? And this is the big picture. This is the ESID registry here. And these are causes of morbidity and mortality, lymphoma being number 1, tumors as well, granulomatous lung disease, splenomegaly, and moving down the list. So this is a very beautiful paper written together just to say what are the morbidity and mortality in a very open-ended way. So what's wrong with those B cells anyway? Why can't they do it? Why can't they make their gamma globulin? And first of all, of course, you could have no B cells. That's starting place. You could have no activation. You could have no maturation. You could not make a plasma cell, or you could make a plasma cell that doesn't know how to make a gamma globulin. So all of these things could go wrong. And we spent a lot of time thinking about the genetics. And this is a paper that I put together along with my wonderful colleagues, Leonard Hammerstrom and Hassan Olbasani, who take some data from Tehran. So our Mount Sinai cohort at this time was 235 patients, and 31 of them had relevant mutations. In the Swedish cohort, 36 had relevant mutations, and in the Iranian cohort, 54% had relevant mutations. Now, everyone is called common variable immune deficiency, and yet there's 56 genes here. So 56 genes somehow could go wrong, and they're not the same in any of these populations. It's 56 in total. I've tried to give the coloration some of the same, but they were different in each cohort as well. So there's so many ways in which a B cell could make a mistake. And I think that's the other reason that it's taken us so long to get the genetics of common variable organized. It's because there's so many mistakes that it can occur from the starting place to the end. And that, to me, just strikes me as very, very interesting, just the number of ailments. Now, curiously, from the IUIS point of view, I am working on the B cell table, but most of these genes are not on the B cell table. And so they're not intrinsically B cell diseases. They're not intrinsically B cell genes. They're actually present in many of the other genetic locations, as you'll see on that table. The table is great. On the other hand, the B cell genes decided to migrate into every other portion of the chart. I find that very interesting. And this is a slide I put together using the backbone of Edwards et al. In other words, this is the areas in which the genes failed. Now, everyone here has B cells. They're not A-gamma globulonemic, and they have some B cells. It's just the B cells cannot finish that job. And the place that they fail is basically anything along this entire pathway, starting from the stem cell stage, working all the way over to that final plasma cell that simply cannot mature. And again, I find that such an interesting thing to tell us, because these are the ways that B cells work all the time. This isn't just our patients. This is how we do it. This is how a human makes a vaccine response, using every one of these genes. So questions.
Why does it go unrecognized in clinical medicine? Why do so many patients have inflammation? And what are the genetic defects? Because we're 30% in, that's great. What about the other 70%? And what are the biomarkers that tell you the day the patient walks into your door, this is going to be a problem? What are the biomarkers that we can do? And then, of course, the biggest question of all, that's great. What can we do to safely treat these patients? And I think these questions are the ones that are giving us so many publications, because there's so many people working on this topic of how do you make a B cell? How does that B cell work? How do you make a vaccine response? And in a way, I think the common variable immune deficient patients are teaching us exactly that. And I find that really incredibly fascinating myself. Now, these are my wonderful collaborators at Mount Sinai, Stanford University, Rockefeller, University of Michigan, and of course the Karolinska Institute. Thank you very much for your inviting me to talk. J'invite professeur Lahalaoui et docteur pour les questions. Donc, je vous invite. Please. For question. Si vous avez des questions, donc on ouvre la porte de discussion. Yes, discussion. Vous avez des questions pour les deux conférenciers? Je pense que je vais profiter du micro. Donc, tout d'abord, je remercie professeur Bosfeha pour votre invitation. Donc, je félicite toute l'équipe pour cette organisation. Et je félicite professeur Lahalaoui pour votre magnifique conférence. Donc, vraiment, c'était un challenge de présenter un data malgré les contraintes des statistiques qu'on n'a pas, surtout à l'échelle du Maroc. Et j'ai vu sur vos statistiques, sur l'étude que vous avez faite sur les 3 pays, vous avez parlé de l'utilisation des immunosuppresseurs. Je voudrais savoir exactement l'indication. Est-ce que c'était avant le diagnostic, après les immunosuppresseurs que vous avez utilisés chez ces patients? Je n'ai pas les détails des autres pays. Généralement, la question c'était chez les patients qui ont un déficit immunitaire primitif, est-ce que vous utilisez comme médicament les immunosuppresseurs? D'accord. Et c'était chez les patients qui sont déjà diagnostiqués comme armes thérapeutiques, notamment pour les manifestations auto-immunes et inflammatoires. Qu'a présenté professeur Cunningham. C'est la question que je voudrais savoir. Est-ce que c'est des malades qui ont eu des manifestations auto-immunes ou des cytopénies auto-immunes ou autres? Tout à fait. Généralement, c'était le cas au Maroc et j'imagine que c'est la même chose pour l'Algérie et la Tunisie, même si on n'a pas vraiment les détails de chaque patient. C'était une étude globale, une vue globale un peu de différents patients. Mais effectivement, on a un grand problème des registres au Maroc en ce qui concerne toutes les pathologies, pas seulement ça. Donc, on profite de ce congrès pour se mettre d'accord. Donc, pour le Maroc, c'est un des pays rares africains qui a un registre national, qui est centralisé dans la même place, dans l'unité d'immunologie clinique à Casablanca, présidée par professeur Bosfeha. Il y a la Tunisie qui l'a également et l'Afrique du Sud. Les autres pays, il y a c'est-à-dire 4 autres pays qui ont que des registres dans un seul centre, mais qui ne reflète pas la réalité de tout le pays. On a beaucoup de chance d'avoir un registre pareil. Très bien. Très bien. Si vous avez des questions pour les 2 sujets. Pour les adultes, est-ce que vous pensez que les diagnostics sont les mêmes que les diagnostics qu'on fait en centre qui spécialise surtout en le pédiatre? C'est-à-dire, est-ce que les uns qui développent plus tard, comme Dr. Cunningham-Rundles a décrivé pour le CVID et peut-être des autres qui arrivent plus jeunes? Oui. Pour la pédiatrie, donc, on a prouvé que la prévalence des maladies était différente entre les pays développés et les pays où il y a une grande consanguinité. Chez l'adulte, on a l'impression que c'est toujours le DICV qui vient en premier, malgré qu'on a une petite cohorte, mais c'est surtout les déficits en anticorps, ce qui rejoint un peu ce qu'on retrouve également dans les IDE et dans les autres registres internationaux, mais on ne peut pas avoir une image très claire vu qu'on n'a que 3 pays parmi les 54 pays que normalement on devrait avoir.
Professeur Allaoui, j'ai le micro, j'en profite. Je voulais vous féliciter pour cet excellent exposé et surtout qui relate un peu toutes nos insuffisances en Afrique, surtout en matière de génétique et de laboratoire d'immunologie. Je pense que c'est un truc... Je voulais juste avoir quelques petites précisions, surtout sur la région MENA et sur l'Afrique du Sud, parce que je sais pas si j'en profite un peu pour voir si on a des gens d'Afrique du Sud avec nous ici. Je sais qu'il y a pas mal de médecins qui sont venus de South Africa et je sais qu'ils sont un peu plus avancés que en matière justement de PID. Est-ce que vous avez eu des statistiques précises concernant l'Afrique du Sud particulièrement? Donc, ils ont déjà publié des chiffres qui concernent le registre, mais je n'ai pas des chiffres exacts pour les adultes. On n'a pas encore eu leur réponse et c'était un appel également pour tous les participants. Ouais. Donc, je donne la parole au professeur Bossuet. Merci. Ils ne sont pas plus développés que nous dans les déficits militaires. Mais l'enquête que j'avais faite en Turquie, cette année, Middle East, North Africa and Turkey. Only 12% of patients in the registries are adult. 12%. In Yazid, 52% are adults in the registry. So, then, donc on n'a pas... le problème, c'est que I think it's the normal evolution of PIDs because it begins with the pediatricians, and now in Africa, it's the time for Africa that PIDs becomes a job for adult specialists. Now we have a lot of pediatric specialists in some countries, but internists began to be involved now. And perhaps in the next years, we will have more adults than in children. Yeah. No, you will certainly have more. But I also think we have to understand a little bit about. It's a wonderful paper by Max Cooper that was published somewhere around 20 years ago, 25 years ago, that shows that bone marrow examination of B cells of patients in childhood and infancy and childhood are astronomically large numbers. And that begins to fall quite dramatically somewhere around the age of 25. The paper was simply about B cells in the bone marrow at all age groups. And what I honestly think is that B cell failure can also become revealed at the time that the bone marrow is slowing its production. Because you can see the onset of the hypogammaglobulinemic patient, the 40-year-old, for example, I have so many of those. You think, how did this happen? It wasn't a child, and yet he may have met that nadir of the B cells simply reaching that point. That was pointed out to me actually by Max Cooper and then also by Mary Ellen Connolly, who spent a lot of time thinking about B cells, which is that we could be looking at a natural unveiling of a defect. And that's one reason that you don't diagnose it until later. It's a hypothesis, but it matches his chart, Max Cooper's chart, very well. So yes, many of them will grow older and become successfully treated, especially those on gamma globulin, because now people are expected to do well and to go to school and have families and have a full life. But it makes me also wonder about those that have such a delayed onset and you can't explain it any other way other than by Max Cooper's chart. Thank you. C'est bon, pas de questions? La dernière question ici. Deux questions. Charlotte, you've had a lot of experience with registries, and I know that's going to be a big thing going forward. And I think the first speaker, I apologize if I would mispronounce your name if I tried,
alluded to the issues that it's difficult to do a registry. Could you make some comments or suggestions on what might make it better or how you could do it? Well, registries are, of course, fantastic, and I think, ESID cut the way on that and really showed us the way, to be very honest. In fact, we looked at the ESID registry with great jealousy in the United States, thinking, why can't we do that? And that's what the USIDNet was intended to do. And it is wonderful. It has somewhere around 6,000 patients now enrolled. But you also have to remember it's very skewed in terms of the medical centers that had the time and the energy to do it. It wasn't something that we were paid to do. No one was being paid. And so that's one of the problems. It's simply time and energy to do it. We're experimenting now with another method entirely, which is to take the data from the electronic medical record and simply harvest it automatically. So I don't know if that's plausible or not. You have to tell me whether that's at least workable in any way. I think it's difficult in this region because all hospitals that don't have electronic data. I think it's not possible. We don't either. I mean, we're thinking maybe in the future, but we're trying that idea. To me, I'm looking at it with great nervousness because I haven't called our informatics team to say, can you do this? And they're going to look at me with a shocked expression. Je pense une dernière question. Oui. D'accord. Merci. I apologize because my English is not very good, but I'll try to ask the question in English. We actually have a lot of patients as a pediatrician who do have infections and at the same time some signs of autoimmunity, sometimes arthralgia, etc. I think this thing made your presentation made us thinking about screening this patient. My question is, should we screen all our ITP, SLE patients for this type of immunodeficiency or not? And I'm thinking also about the post-COVID, the severe cases of COVID. These cases, do you think they have kind of common variable immunodeficiency? Thank you. Right. From the first standpoint, my understanding of ITP is actually courtesy of my husband over there, who is one of the experts of ITP in the world. And that's one of the reasons why, for me, I see that connection so clearly. But I have so many patients, 25% of them had ITP. And it makes me think that any hematologist who sees ITP, please just test the gamma globulin levels, IgG, A, and M. If they're normal, fine, let that go. If they're abnormal, then think again. And so that's my first position, is just simply that. About the issue of COVID, we followed, I think it's 100 and, last time I counted, 170 patients of our patients got COVID. And I think your question is more complicated. In other words, those who got COVID and were serious, could they have an immune deficiency? I think, is that your question? And the answer is, it could be. That's what Jean-Laurent Casanova has spent some time on. And I think that that's the thing that's been revealed, is that some of those patients have a mutation in TLR7 if they're males, number one. And number two, they have an autoantibody to alpha interferon. In other words, two different immune deficiencies. In a way, the second is the reason why I'm not that keen on the phrase IEI, because it makes you think everyone is born with everything. But there are mimics of these ailments too.
you know, a secondary defect that looks exactly like the primary. Could I make a Alors, sans comment? plus tarder, parce qu'on est limité par le temps. A very fast comment in answer to your question, please. Si on cherche les enfants pédiatries avec le P2I typique qui disparaissent soi-même, la chance qu'on voit les gamma-globulines baissent est très peu, moins de 10%, peut-être moins de 5%. Si c'est plus compliqué, chronique, et spécialement Evans, la possibilité est beaucoup plus grande. Alors, je pense que ça ne vaut pas la peine en pédiatre pour tous les PTI, mais les PTI un peu plus difficiles, sûrement. Donc, c'est bon. Donc, je tiens à remercier nos conférenciers et sans plus tarder. C'est bon, merci. Thank you. Donc, sans plus tarder, donc, je tiens à appeler Madame, Docteur Fadla Jihan. Donc, Docteur Fadla Jihan, qui est praticien à l'hôpital Saint-Louis et donc qui est spécialisé en immunologie clinique. Donc, il y a beaucoup de champs d'intérêt, donc surtout le déficit immunitaire, la dysbiose intestinale, ainsi que les entéropathies et le déficit immunitaire. Donc, sans plus tarder, donc, vous allez nous présenter les autres types de l'adulte. Donc, à vous la parole, docteur. Merci beaucoup. Je profite en attendant que ça marche pour dire marhaba l'alkel. Shukran l'istiqbal bil Maghreb. Merci professeur Bousfiha. Et ça va s'arrêter là pour l'arabe. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, comme j'ai gentiment été introduite, je suis médecin à l'hôpital Saint-Louis dans le service d'immunoclinique où on est centre national de référence des déficits immunitaires de l'adulte. Je vais essayer de faire une présentation didactique, peut-être pas de très haute volée, mais moi j'aime pas, je suis pas capable de faire de très haute volée, je préfère qu'on refasse les bases et qu'on discute un peu comment on raisonne devant un déficit immunitaire de l'adulte, parce que déjà j'ai fait hors des ICV, donc ça laisse pas beaucoup de... quand même eu le dernier topo de la journée hors des ICV, donc c'est pas super facile, mais on va essayer de s'en sortir ensemble. Alors, juste, je vais pas refaire évidemment l'immuno, mais juste il y a un sujet sur lequel j'aimerais revenir, et d'ailleurs les questions me montrent que c'est souvent le cas, c'est que il faut pas comprendre déficit immunitaire comme manque d'immunité, et donc uniquement susceptibilité à faire des infections. En fait, le déficit immunitaire, c'est la rupture de l'homéostasie normale, et donc tout ce qui est régi normalement par le système immunitaire est en péril, c'est-à-dire l'immunité antitumorale, et donc il y a un très fort taux de cancer, de surrisque de cancer et de lymphoprolifération. L'auto-immunité, puisque l'immunité est complètement interrompue, dans l'immunité normale, et donc en réponse à la question, parce que je fais aussi des cytopénies, je ne suis pas américaine, mais en France on fait aussi des cytopénies, évidemment il faut faire un dosage pondéral devant toutes les cytopénies, en tout cas de l'adulte. Et il y a aussi ce qui est compliqué chez l'adulte, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs confondants. L'adulte n'est pas une souris, l'enfant ressemble plus à une souris, donc les déficits chez l'enfant sont plutôt des déficits immunitaires mendéliens, caractérisés génétiquement, ce qui est absolument pas le cas chez l'adulte. Donc c'est très difficile d'aborder un déficit immunitaire de l'adulte. Évidemment, on se base sur tout ce que les pédiatres ont fait en termes de découverte, et il y en a énormément, comme l'ont pu déjà dire tous mes prédécesseurs. Mais attention, chez l'adulte, il y a la notion de déficit immunitaire secondaire qui est largement plus fréquente que le déficit immunitaire primitif, qui écrase le déficit immunitaire primitif, qui est au moins 30 fois plus fréquente à l'heure actuelle. Et c'est le début de nouveaux déficits immunitaires avec les CAR-T-cells, les immunothérapies. Il va y avoir un boom de déficits humoraux, j'entends, secondaires, qui vont vraiment surplomber tout le déficit immunitaire de l'adulte. Donc ne pas oublier quand même toutes les conditions que j'ai mises là, qui sont
les plus fréquentes, les comorbidités, les infections virales chroniques, mais évidemment, ça, vous savez tout ça, l'hématologie, et en fait, finalement, on se retrouve avec très très peu de déficits immunitaires primitifs. Tous ceux qui sont étudiés chez l'enfant, tous les déficits génétiques, se retrouvent chez l'adulte. Il y en a parce que c'est de la transition, comme l'avait très bien dit Abir, et il y en a d'autres qui sont de révélation plus tardive pour des problèmes de pénétrance ou d'autres facteurs qu'on ne connaît pas, mais qui sont vraiment des déficits génétiques mendéliens qui se révèlent à l'âge adulte. Ça existe aussi. Mais ce n'est pas du tout la majorité. Comme vous le savez, pour aborder un déficit immunitaire, il faut aborder et la cellule qui est en cause. Il y a un Larsen, c'est ça? Il y a un truc qui ne va pas? Ok, pardon. Donc, et la cellule qui est en cause, et le compartiment cellulaire qui est en cause. Ça peut être un seul compartiment, ça peut être plusieurs compartiments combinés. Tout se retrouve chez l'adulte. Néanmoins, les déficits immunitaires primitifs touchent plus souvent le compartiment de l'immunité adaptative. Donc 80% des DIP sont des anomalies, des déficits de l'immunité adaptative, et 20% sont des déficits de l'immunité innée. Donc tout ça pour vous dire, n'oubliez pas que déficit immunitaire veut dire tout ça. Ne veut pas dire uniquement susceptibilité aux infections. Après, ce qui est important, et ça c'est notre travail, et ça c'est super excitant quand on est médecin adulte, plus que d'apprendre par cœur la liste des gènes incriminés, parce que ça c'est en tout cas pas possible pour moi, c'est de savoir interroger les malades et de savoir récupérer tout l'historique. Parce que comme ça a été très bien dit, on peut avoir une cytopénie auto-immune 20 ans plus tôt, et les manifestations infectieuses 20 ans plus tard. Et donc, nous, on le rencontre au moment des manifestations infectieuses. Et en fait, 20 ans plus tôt, il avait déjà eu un PTI, une AHAI, un lymphome, etc. Donc, il faut rester extrêmement vigilant et savoir regrouper les syndromes entre eux. C'est ça le challenge en médecine adulte, en tout cas. Ce qui est intéressant, notamment dans les infections, c'est de savoir quel type d'infection il s'agit. Évidemment, c'est pas pareil d'avoir une infection aux bactéries encapsulées que d'avoir une infection à pneumocystis ou d'avoir une candidose ou d'avoir, etc., un CMV, des verrues, etc. Vous voyez que ça n'appelle pas les mêmes compartiments cellulaires et donc ça ne nous fait pas penser au même endroit, à quelle localisation de déficit immunitaire il s'agit. Ça peut être une seule infection, pas forcément répétée, mais de siège très inhabituel. Par exemple, les salmonelloses osseuses dans les défauts en IL-12, enfin de l'axe IL-12 interféron gamma, ça c'est quand même pas tout à fait banal, ou leur caractère disséminé, c'est-à-dire une pneumococcie disséminée, le péricarde, la méninge, etc. C'est pas normal. Si on suit l'axiome admis de Jean-Laurent Casanova et de Laurent Abel, selon lequel une infection, un déficit immunitaire, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire une infection normalement, sans avoir un déficit de l'immunité. C'est encore à prouver, c'est pas sûr. Pareil, toutes les cytopénies, les endocrinopathies souvent, chez l'enfant, le diabète de type 1, ça il faut penser déficit immunitaire. Et un autre truc auquel on pense jamais, mais maintenant on commence à y penser, c'est toutes les maladies inflammatoires de l'intestin. Les MICI de révélation pédiatrique sont des déficits immunitaires dans la plupart des cas. Mais après, ils peuvent aussi l'avoir en tant qu'adultes. Évidemment, un autre syndrome que vous connaissez bien et qui doit aussi faire rechercher le déficit immunitaire, quel qu'il soit, c'est l'HLH, qui peut, même l'HLH génétique, qui peut se révéler même à un âge très tardif. Le dernier qu'on a diagnostiqué, c'était un Chidiac, elle avait 70 ans au diagnostic. Oui. Bon, ça c'est pas très bien terminé. Alors, donc voilà à peu près comment on répartit les choses. Évidemment, on peut avoir des choses associées, des déficits associés. Mais bon, on va rester un peu dichotomique. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie immuno, vous la connaissez. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on est obligé un peu de faire des casses dans notre tête pour pouvoir être efficace auprès des malades.
On a parlé de la génétique, vous en avez parlé toute la journée, les pédiatres connaissent ça 1000 fois mieux que moi. On est à plus de 400 gènes démontrés, vous l'avez vu. On utilise pour l'instant, quasi en routine maintenant, le whole exome sequencing. Attention pour le whole exome, rappelez-vous que on ne regarde pas tout l'exome, c'est faux. Le séquençage est quand même filtré, on regarde des gènes d'intérêt. Donc évidemment, c'est peut-être aussi ce qui explique que tout n'est pas encore génétique. Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on a ratées. Deuxièmement, c'est peut-être dans l'intron. Voilà, c'est pour ça qu'en France, on a la chance de pouvoir participer à un programme national de France génomique, un plan pour 2025, où on fait du whole genome sequencing, notamment pour les patients pour lesquels on suspecte très fortement une origine génétique, mais qu'on n'a pas réussi à démontrer dans les méthodes usuelles standards de whole exome ou de gènes candidats par Sanger. Ce qui est difficile aussi, je trouve, dans le déficit immunitaire et dans la génétique, parce que moi je ne comprenais rien quand je suis arrivée, j'ai mis du temps, j'ai besoin de ranger, c'est que, en fait, on met tout en même temps, et il y a des défauts génétiques qui peuvent toucher des molécules, ça ne veut rien dire des molécules, mais des protéines ubiquitaires, et entre autres le système immunitaire, et d'autres mutations, d'autres gènes qui codent pour des protéines qui ne sont exprimées que dans le système immunitaire. Donc, par exemple, RAG, qui n'est exprimé que dans le système immunitaire, dans les lymphocytes B et T, comme vous le savez, ne donne que ce qui est lié au problème de lymphocyte B et de lymphocyte T. En revanche, les actinopathies, maintenant c'est la grande mode des actinopathies, donc le cytosquelette, toutes les anomalies du cytosquelette, ça touche tout le cytosquelette de toutes les cellules, y compris des cellules immunitaires, et on sait que le système immunitaire a besoin de la synapse immunologique et donc du cytosquelette, mais ça touche aussi toutes les autres cellules. Donc c'est difficile parce que parfois le phénotype clinique est très hétérogène, super vaste, mais c'est aussi lié au fait que la mutation touche une protéine complètement ubiquitaire, comme le DNA repair, par exemple. Donc ça donne tout et n'importe quoi, entre autres, un déficit immunitaire. Donc c'est ça qu'il faut se dire dans sa tête. C'est pour ça que ça sert pas à grand-chose d'apprendre 450 gènes par cœur, qu'est-ce que ça donne, parce qu'il vaut mieux partir dans le sens inverse, quels sont les symptômes et essayer de deviner. Ce qui facilite pas les choses, c'est que les anomalies peuvent être quantitatives ou qualitatives, hein. Elles sont pas que quantitatives, elles peuvent être qualitatives. C'est les notions d'haploinsuffisance et d'effet dominant négatif. On va pas rentrer dans les détails génétiques, mais bon, tout ça est assez compliqué, enfin, je trouve, un peu banalisé d'ailleurs, tellement c'est complexe. Donc restons calmes. Il y a aussi des mutations qui génèrent des gains de fonction, d'autres qui génèrent des pertes de fonction. Donc toutes les configurations sont possibles et imaginables. En tout cas, en pratique, en médecine adulte, ce qui nous fait penser à une origine génétique mendélienne de révélation tardive, c'est un début précoce. Bon, ça, j'étonne personne si je dis que si le déficit commence dans l'enfance, plus on est petit quand on commence, plus on a de chances d'avoir, je ne sais pas si c'est une chance, mais une maladie génétique. Quand le déficit immunitaire est combiné, pas uniquement hypogamma-globulinémie, mais hypogamma plus déficit cellulaire, on va revenir là-dessus. Quand il y a de la consanguinité, ça renforce l'idée, des antécédents familiaux évidemment, et des arguments extra-système immunitaire comme la dysmorphie, les anomalies des dents par exemple, les anomalies, on en a parlé, l'anhydrose, Nemo, tout ce qui est de la voie des TLR et du NF-κB, entre autres. S'il y a des signes extra-immunologiques qui ciblent vers une anomalie génétique connue, là, on va penser génétique assez rapidement. En gros, celui pour lequel on ne pense pas génétique, c'est le patient qui a finalement ce qu'on devrait appeler un DICV à la fin, c'est-à-dire une hypo-IgG, une hypo-IgA, des bronchites, des sinusites, et c'est tout. Et encore, on n'est pas sûr. Probablement quand même qu'il a une anomalie, parce que sinon, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas d'anticorps. Mais peut-être pas génétique mendélienne.
Ce qui nous m'amène à vous dire que la génétique, en tout cas chez l'adulte pour l'instant, comme l'a montré professeur Cunningham-Randall, c'est que 20 à 30% de tous les déficits immunitaires. En plus, c'est des patients qu'on a sélectionnés avant de les envoyer à la puce. Hein. Donc, c'est des patients qui ont déjà soit des DICV complexes, soit donc on a déjà soit un début pédiatrique, etc. Et même comme ça, on n'arrive pas à avoir plus de 30% de rentabilité génétique. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Juste un tout petit mot des déficits en anticorps, même si je ne vais pas vous parler du DICV. Juste qu'on soit d'accord, quand on n'a pas d'anticorps, les infections qu'on fait, c'est les bactéries encapsulées, la salmonelle, le campylobactère, la lamblia et certains virus, mais rien d'autre. Virus entérique, mais rien d'autre. On ne fait pas de pneumocystose, on ne fait pas d'infection ACMV, on ne fait pas de verrues. Ça, c'est pas du tout des complications d'hypogamma-globulinémie. Pareil, dans un autre registre, l'infection urinaire, l'infection à Pseudomonas aeruginosa, ce n'est pas une complication de l'hypogamma-globulinémie. Donc, je ne refais pas le schéma de la vie du lymphocyte B, mais globalement, on peut distinguer la gamma-globulinémie, où on a 0B, hein, c'est une maladie de la moelle. Ça, c'est des maladies purement génétiques. Les hyper-IgM syndromes, ça, c'est les défauts de la commutation isotypique ou de l'hypermutation somatique. Et le DICV. Évidemment, le DICV, même si prévalence, on ne sait pas très bien, est 10 000 fois plus fréquent que les autres maladies. Ce qui est intéressant dans les hyper-IgM syndromes, donc en gros, c'est un malade qui vient parce qu'il a des infections à répétition, vous lui faites un dosage pondéral des immunoglobulines, il a des IgM, mais il n'a pas d'IgA, il n'a pas d'IgG. Et par ailleurs, il s'avère qu'il a des ganglions, une grosse rate, il a une hyperplasie lymphoïde, et c'est un syndrome hyper-IgM. Ils ont beaucoup d'auto-immunité, le phénotype est assez dur dans ces maladies-là. Donc, il y a des hyper-IgM syndromes qui ont été diagnostiqués à l'âge adulte. Ça arrive. Des enfants qui ont été traités comme un DICV pendant X années, et en fait, c'était juste un syndrome hyper-IgM. On a même un CD40 ligand hein, qui a été diagnostiqué à l'âge de 24 ans. Alors, je voulais attirer votre attention, donc ça c'est les déficits purs en anticorps, mais je voulais attirer votre attention sur ce qu'on appelle les déficits immunitaires combinés chez l'adulte. Donc ce n'est pas les SCID, ce n'est pas les KID, c'est les LOCID, donc les Late Onset Combined Immunodeficiencies, qui sont des patients en particulier qui ont été identifiés en 2009 pour la première fois, une des premières descriptions, qui ont été introduites dans la définition du DICV de l'ESID. Et en 2015, Eric Oxenhandler a proposé de durcir encore les critères pour entrer dans l'OCID. Et il a considéré que l'OCID, pourquoi je vous dirai après, c'est un patient qui a une hypogamma-globulinémie et une lymphopénie CD4 très profonde, définie par moins de 20 par millimètre cube TCD4 naïve, ou l'antécédent d'une infection opportuniste. Quand on dit opportuniste, c'est candidose œsophagienne, CMV, Kaposi, ça c'est des infections opportunistes. Pourquoi c'est important? Et il faut les sortir du DICV classique, même s'ils n'ont pas d'anomalie génétique identifiée. Certains en ont, hein. C'est parce que leur mortalité est beaucoup plus importante. Il y a 27% de mortalité dans ce sous-groupe de population, versus 5 à 10% dans les non combinés. Ils sont souvent, je pense qu'il y en a beaucoup au Maroc, au Maghreb de manière globale, dans la région MENA, parce qu'ils sont souvent retrouvés dans les familles consanguines. On a beaucoup de déficits immunitaires combinés. On a aussi la chance en France d'avoir une grande diaspora d'Afrique du Nord, et donc on a à peu près, je pense qu'on a à peu près les mêmes patients que vous. L'autre déficit immunitaire combiné de l'adulte, qui cette fois-ci survient beaucoup plus tard, alors que l'OCID
c'est plutôt 20 ans, l'âge médian de découverte, 20-25 ans. Le syndrome de Good, c'est un syndrome qui est décrit chez des patients, c'est un syndrome qui est très rare. Dans la cohorte des filles, donc de celle de Saint-Louis, hein, je ne parle pas de tout le Cérédi, on en a 20 sur 900 patients. C'est des patients qui sont plus âgés, ils ont 60 ans environ d'âge médian, et ils se présentent de manière extrêmement caractéristique, c'est-à-dire un thymome ou un antécédent thymome, une maladie des cytopénies très particulières parce que c'est des cytopénies soit périphériques, immunologiques, extrêmement réfractaires et souvent multiples, soit des érythroblastopénies, ça c'est très associé au syndrome de Good, soit même des aplasies médulaires. Il y a des aplasies médulaires associées aux thymomes qui ont été décrites. Cliniquement, ils ont souvent un lichen et un vitiligo, ça c'est très particulier au syndrome de Good. Et ils font des infections opportunistes, comme vous pouvez le voir là. Bon, le papier est vieux, hein, mais sur 51 Good, il y avait 12 candidats, 12 CMV, 3 pneumocystoses. Donc c'est vraiment le sida du vieux sans sida. Avec en plus cette note hématologique qui grève un peu le pronostic, parce que parfois vraiment on n'arrive pas à contrôler les cytopénies. Et c'est des patients qui meurent beaucoup plus que leurs homologues du même âge qui ont le DICV. Donc c'est une maladie qui est beaucoup plus grave qu'un DICV standard, on va dire. Une maladie qu'on aime bien parce que ça aussi, ça touche. Maintenant, on sort de l'hypogammaglobulinémie et du défaut purement T. Ça, c'est GATA2. Le déficit en GATA2. Alors qu'est-ce que GATA2? C'est un facteur de transcription qui est ubiquitaire. Donc dans le genre, ça touche plein de choses. GATA2, ça touche plein de choses, mais il est indispensable à l'hématopoïèse. Donc c'est qui les patients qui ont un déficit en GATA2? Vous avez dû en voir, c'est sûr. C'est des patients qui ont des verrues profuses, qui ont un lymphœdème, et qui ont une maladie hématologique associée, souvent une myélodysplasie. C'est à très haut risque d'évolution vers la leucémie aiguë. C'est ce qu'on a appelé souvent la MMC chronique, LMMC chronique juvénile. En fait, c'est des déficits en GATA2 ou syndrome monomaque au début, quand il a été décrit. Les infections sont très vastes. Elles peuvent être virales, mycobactériennes, fongiques. Ils font toutes les infections. Mais vraiment, cliniquement, ce qui prédomine, c'est ça, hein, c'est les verrues et le lymphœdème. Là, ici, il y a une LEMP, une ostéomyélite, enfin, ils font des maladies très graves, infectieuses en tout cas. C'est Jean Donadieu qui les avait repris en 2018 dans Hematologica. Et si vous regardez, le début des symptômes augmente quasi de manière constante. Il y a beaucoup trop de diapos, excusez-moi. Mais si vous voulez, ça commence... je vois pas, vous voyez quelque chose ou pas? Ah oui, c'est là. Ça commence à 20 ans, en gros, hein, là, l'émergence du début des symptômes, et la survie est celle-là. D'accord? Donc, ça, c'est la survie après allogreffe. Parce qu'on en a discuté ce matin. J'avais oublié ce truc. Ça, c'est les patients qui ont été allogreffés avant 18 ans. Donc, avant 18 ans, ils ont ça comme survie. Ça, c'est ceux qui sont allogreffés après 35 ans. Donc, c'est drastique. Plus on les greffe tôt, meilleur est le pronostic. Mais parfois, ils n'ont pas beaucoup d'anomalies cliniques, donc c'est difficile de les proposer à l'allogreffe. Une autre maladie que j'aime bien et qu'on voit souvent aussi, qui est aussi une maladie très ubiquitaire et qui ne touche pas uniquement le système immunitaire, ce sont les anomalies de maintien de longueur des télomères ou maladie des télomérases. Alors, contrairement à ce que leur nom indique, les télomérases sont des enzymes qui servent à maintenir la longueur des télomères. Elles ne coupent pas les télomères, elles maintiennent la longueur des télomères. Donc, elles font le contraire de ce qu'on pense qu'elles font. Et en fait, a été décrit toute une série de mutations, je ne les compte plus, vous voyez, qui touchent toute la machinerie cellulaire
nécessaires au maintien de la longueur des télomères. Donc les télomérases, mais elles ont d'autres copains, des cofacteurs. Il y a des déficits génétiques qui ont été aussi démontrés dans les copains des télomérases. Qu'est-ce que ça donne cliniquement? En fait, les télomères se raccourcissent énormément, et donc tous les tissus à développement rapide, comme les cellules souches, hématopoïétiques, la peau, sont altérés. Le poumon, ça donne de la fibrose parce qu'on cicatrise pas correctement. Et donc, ces téloméropathies, elles peuvent être parfaitement diagnostiquées à l'âge adulte. Elles peuvent mimer complètement des DICV. On en a plusieurs qu'on a envoyés à la puce pour DICV complexe et on s'est retrouvé avec des mutations DKC1, TEL, TERT, etc., des mutations de téloméropathie, parce que ça donne de la fibrose dans le foie, de la fibrose dans le poumon et des maladies hématologiques aussi, hématopoïétiques. C'est aussi un surrisque de développer une leucémie aiguë, raison pour laquelle c'est important de les diagnostiquer. Donc vous voyez ici ce que ça donne cliniquement, des dystrophies des ongles. Je sais qu'il y a des dermatologues dans la salle. Ça donne énormément d'atteintes cutanées et muqueuses, et ça se diagnostique par la mesure de la longueur des télomères et la génétique. On va directement à la génétique quand on a une forte suspicion de maladie des télomères. Et voilà, vous voyez ici, j'aime bien cette diapo, je vous la donnerai évidemment. Plus on avance en âge, plus le phénotype change, et on développe à partir de l'adolescence toutes les maladies hématologiques graves. Et quand on est petit, on a les anomalies musculo-squelettiques associées aux téloméropathies. Un tout petit mot des défauts en complément, parce que c'est quand même important. Donc ça, c'est un patient qui vient et qui a fait une méningite, un méningocoque fulminante, un purpura fulminans. Il faut absolument diagnostiquer un déficit en complément. C'est très facile, on dose les fractions du complément, ça coûte pas très cher et ça sauve une vie, parce qu'après, évidemment, il faut les vacciner, il faut qu'ils soient complètement éduqués à avoir de l'oracidine sur eux. Donc ça, c'est germe encapsulé. Donc si Monsieur Bousfir me permet, parce que là, c'est ça qui était plus rigolo, c'est ma conclusion, mais elle est un tout petit peu longue. On va essayer de raisonner à l'inverse, parce qu'en général, les patients, ils n'arrivent pas en nous disant « Bonjour, j'ai un déficit en DKC1 ». Et donc, j'essaye... Alors ça, c'est pas dans la littérature, c'est moi qui l'ai fait, donc évidemment, c'est imparfait et c'est pas du tout exhaustif. Il manque des trucs, c'est certain. Donc les infections, il faut qu'on sache lesquelles c'est. Si c'est des bactéries encapsulées, on pense complément, on pense hypogamma. Si c'est des infections virales, ça peut être tout, sauf le DICV. S'il y a une candidose, stat 1, mycobactéries, GATA2, interféron gamma IL12, aspergillose, CGD, stat 3. Évidemment, cette liste n'est pas du tout exhaustive. C'est juste pour vous dire à peu près, à mon sens, qu'est-ce qui est important de relever et qu'est-ce qui fait sens. La présence de cytopénie, si c'est des cytopénies périphériques, ça nous oriente vers des défauts en CTLA4, LRBA, ALPS et STAT. Si c'est plutôt myélodysplasie, c'est plutôt GATA2 et télomère. Si c'est érythroblastopénie, c'est thymome et ADA2. Et si c'est aplasie médulaire, c'est thymome et télomère. Pour la peau, les ongles, télomère. La calvitie précoce, télomère. Les verrues, GATA2, STAT, WIM. Lymphœdème, GATA2. Alopécie, NF-kappa-B. Lichen, thymome. Est-ce qu'il y a du poumon? S'il y a de la fibrose, pensez télomère. Fibrose étendue. Les autres, vous connaissez. S'il y a une atteinte digestive, ça peut être tout et n'importe quoi. Ils donnent tous une atteinte digestive assez grave. Et les endocrinopathies sont très très importantes à relever. Le diabète de type 1, les thyroïdites, CTLA4, LRBA, LPS, STAT et NF-kappa-B. Notamment les endocrinopathies de l'enfant. Sur le plan biologique, il y a des trucs assez faciles. Et évidemment, j'ai oublié le dosage de complément, excusez-moi, il faut le rajouter. C'est 3C4CH50. Mais en gros, dosage pondéral,
Pas d'IGA isolé, déficit sélectif en IGA, pas d'IgM, déficit sélectif en IgM. IgM mais pas d'IGA, pas d'IgG, hyper-IgM syndrome. Beaucoup d'IgE stade 3, donc là déjà on a beaucoup d'informations. Après, avec la numération toute simple, la numération des B, des T et des NK, on a aussi beaucoup d'informations, parce que ce que je ne vous ai pas dit qui était très important, c'est que dans le GATA2 et dans le GOOD, il n'y a pas de NK et pas de B circulant. Dans le GATA2, il y a une monocytopénie. Donc il y a des choses un peu intéressantes assez facilement. Le dosage de la B12 est très intéressant parce qu'il est élevé dans la LPS. Un dosage de B12 normal élimine la LPS. Et un scanner thoraco-abdominopelvien pour avoir les atteintes profondes et essayer de définir les entités correctement. Et je vous remercie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'appli de Monsieur Bousfiha et de Laila Jeddan, qui est une appli sur PID que je vous conseille de télécharger. Vous mettez, elle est super bien faite. Et je vous invite à nous rejoindre. On a une RCP tous les mois qui est par Zoom, hein, donc vous êtes les bienvenus. Tous les déficits immunitaires de l'adulte sont discutés. Ceux qui posent des problèmes, évidemment. Hein. Vous êtes absolument les bienvenus. Et on va organiser en 2024, j'espère, les 20 ans de l'accord DEFI. Et on va faire 1, 2 ou 3 journées, je ne sais pas, à Paris. Et on vous attend très nombreux, mais on vous enverra les invitations avant. Il faut nous dire quand est-ce que ça vous arrange. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, je tiens à vous remercier pour ce magnifique exposé. Donc, c'était très, très clair, simple. Malgré que c'est la fin de la journée, ça nous a attirés. Surtout le début à l'introduction, ce qui m'a attiré, effectivement, on va être inondé de plus par le déficit immunitaire secondaire. Déjà, on est inondé. Oui, on est content d'utiliser de l'immunothérapie, mais en contrepartie, on a beaucoup de déficits, surtout humoral, effectivement. Donc, sans plus tarder, parce que je pense qu'on est déjà en retard, donc on ouvre la session de discussion, et je pense que ça va solliciter beaucoup de questions. Ah oui, c'est la fin de la journée, c'est normal. Des questions? Why internists and immunologists want to keep located in the ECV? Yes, you're right. It's not a CVID. CVID. It's not a CVID. Lockheed is another entity. It's totally another entity. Yes, it's a combined immunodeficiency. Yes, So it's a take it combined out from immunodeficiency. CVID, please. Thank you. You are in the classification, not me. What do you think, Charlotte? You want to keep Lockheed in CVID? Phenotype in. Do we want to keep what? Lockheed. Late onset combined. Do we want to make it a combined? Now, why That's a tough one. do you want to keep Lockheed in the group of CVID? Phenotypically, we're speaking phenotypically, yes. Yes. Genetically, I think that's a whole nother topic. So I think the genetics has to be a little more delved into there. Yeah. But it's always been a very useful criteria because you know that that patient is headed down the wrong way the first time that you see them and you look at those T cells, you realize that you're going to be having the mortality, which that paper originally noted. Yeah. Actually, I guess that severe T cell defect are an exclusion criteria of CVID in the latest classification. I think there's reason for that because it makes you, every time you put the name on the disease, sometimes it makes you stop thinking. Yeah. Do you know what I mean? Yeah. And sometimes it's Indeed. better to not do that. Yes. Yeah.
Do you think that any of the low CD4 patients could be the ones that have been picked up with the neonatal screening at birth and then they evolve into either low KID or CVID or whatever you want to call it? Yeah. I guess that we made the genetics on this subset. It's ongoing, so we don't have the final results, but it's our aim. We still have non-genetic abnormalities in low KID patients. In whole exome sequencing, not in whole genome, and if they are revertant, we cannot know. Oh, yes, yes. No, I don't think so, because low tracks, it's KID. It's here, but low tracks, it's KID or KID. It's not, it couldn't explain low KID, I guess. Yeah. Afterwards. From the standpoint of those with low TREX, they are not really hypogammaglobulinemic either. But I think that's another question that we don't know, because in New York State, we do find a significant number of infants who have very low TREX, lower than you would have thought was normal. And we don't know what's happening to them. We don't know whether they're going to be normal adults or not. We don't know that. It's only been 10 years in New York State that we've done it. Yeah. D'autres questions? Donc, je pense que je vais céder la parole à professeur Boussfeh pour clôturer la journée. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de cette deuxième journée et demain, c'est la session Afrique. We have a session of PID in Africa and the registries. Et puis, il y a la biologie. Nous allons avoir une session dédiée aux biologistes qui va avoir lieu à 11h du matin avec la suite du symposium tout à l'heure. Vous savez, on veut vraiment arriver au diagnostic précoce chez les déficits immunitaires et la bactériologie classique qui reste de référence tarde parfois. Donc, on aura un symposium sur les diagnostics par approche syndromique des infections respiratoires. Ensuite, nous allons avoir les manifestations, les autres manifestations des déficits immunitaires, les atteintes digestives, les cytopénies. Voilà. Nous avons aussi demain une session in Arabic organisée by the Moroccan Society for Primary Immunodeficiency. Donc, à demain, soyons à 8h30 pour les gens qui veulent vraiment connaître ce qui se passe en Afrique. Et à demain, Inch'Allah.